Sydney Pollack, bonsoir. Ça va? Ça va. Very good. Bon, Tout va bien. 30 ans de carrière, s'il vous plaît. Hein? It's depressing. C'est affligeant parfois. Alors, la question que je me suis posée, est-ce que, très honnêtement, hein, d'ailleurs, que je présente tout de suite à la caméra, un livre important. C'est donc un livre qui s'intitule tout simplement Sydney Pollack. C'est ce qu'on appelle une biographie autorisée, puisque Sydney Pollack a préfacé ce livre, qui est signé par une Française, d'ailleurs Michel Léon, et dont je me suis beaucoup inspiré pour l'interview qui va suivre. C'est un livre excellent. Vous êtes d'accord, Sydney? Pour autant que je puisse lire le français, je suis d'accord avec vous. Je crois que c'est une excellente journaliste de très bonne qualité et a fait un très bon travail. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Alors que la question que j'ai envie de vous poser, après tellement de temps derrière la caméra, ou devant, mais surtout derrière, après 30 ans, est-ce que l'envie de tourner est toujours aussi forte, compte tenu des terribles impératifs économiques dans le cinéma? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus ce que c'était il y a 20 ans ou 30 ans. J'ai encore le même plaisir, la même passion dans mon travail. Mais d'essayer de trouver un film que l'on puisse faire dans les structures de Hollywood d'aujourd'hui est très différent de la situation d'il y a 20 ou 30 ans. Vous dites, je crois, je cite, « Je suis, quand je tourne, je suis un chirurgien qui essaye d'empêcher l'hémorragie. » Enfin, l'hémorragie de dollars, pas de dépassement, c'est vrai? Une fois qu'un film commence à tourner, c'est un peu comme une catastrophe ferroviaire et que l'on essaye de limiter les dégâts. Oui, ce qui n'est pas toujours facile, mais la pression des studios est vraiment très très forte. Elle augmente tandis que le coût des films continue d'augmenter. Aujourd'hui, un film moyen coûte 50 millions de dollars. Beaucoup de films coûtent 60 ou 70 millions de dollars. Dans de telles conditions, il devient très difficile d'être libre et de pouvoir expérimenter ou de prendre des risques. Il faut travailler très attentivement et cela n'aide en fait en rien. Mais c'est assez effrayant de voir ces chiffres aussi élevés. En tant que producteur, vous arrivez quand même à faire des films qui n'atteignent pas ce budget et qui ont du succès. Je pense à Suzy et Baker Boy, je pense à Dead Again. On peut faire des films avec des coûts en dessous. Une des raisons pour laquelle je produis des films est que ça m'offre la possibilité de faire le genre de film que l'on ne m'offre pas de faire en tant que réalisateur. L'on vient de terminer le premier film en studio avec Ang Lee, Avec réalisateur de Taïwan. Emma Thompson. Oui, avec Emma Thompson et Hugh Grant. 15 millions de dollars, alors, le budget. S'il vous plaît. Alors, vous ne manquez pas de culot, Sydney Pollack, parce que vous vous attaquez à une légende. Votre dernier film, c'est Sabrina, dont la première version a été tournée par Billy Wilder, et c'est le film qui a contribué à créer le mythe Audrey Hepburn, puisqu'elle en était l'interprète principale, avec, s'il vous plaît, Humphrey Bogart et William Holden. Vous avez, d'ailleurs, on voit la distribution avec l'affiche. Alors, vous avez, d'abord, quel était l'intérêt pour vous de refaire une version de ce film mythique? Une des choses qui m'intéressait énormément était d'essayer de grouper ou de combiner certains des éléments romantiques et l'aspect conte de fées dans la réalisation de films qui n'existent plus beaucoup aujourd'hui. D'essayer de regrouper cela avec la dureté des années 90 ou 90 et de prendre un personnage comme Harrison Ford et d'en faire quelqu'un de méchant, d'agressif dans le monde des affaires et de le mettre au milieu de ce conte de fées classique. Bon, alors, vous avez eu la bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas, d'aller voir Billy Wilder. Pourquoi avez-vous été le voir avant de tourner Sabrina? D'abord, je lui ai parlé simplement par courtoisie. Je ne referai pas un de ses films sans son accord. Donc, j'ai laissé hurler, crier et se déchaîner pendant un quart d'heure. Ensuite, il s'est calmé. Il était fâché?
Mais oui et non. Je crois qu'il était flatté d'une part et fâché en même temps. Et il avait en fait un sentiment, je pense, ambivalent. Mais il a été extrêmement constructif. Et finalement, j'ai eu l'occasion de lui montrer le film après avoir fini de le tourner. Et ça, c'était ce que j'ai jamais fait de plus dur. Et c'était dur pour lui aussi. Et il m'a dit, en regardant le film, il m'a dit, c'est très dur. Sydney, tu verras. Un jour, peut-être tu vivras assez longtemps pour que quelqu'un refasse le film The Way We Were. Et c'était très dur, mais il était généreux et extrêmement coopératif. Oui, j'ai perdu mon oreillette, mais c'est pas grave, elle est là. Merci, Sydney. Ah, ces oreillettes, alors ça tient jamais. Je me demande comment les chefs d'État font quand ils parlent. Nous, on parle de cinéma, ça ne déclenchera pas une guerre. Hein. Ils ont le problème. Bon, Burt Lancaster pour le guépard. Ouais. Oui, je l'ai fait. Ma première expérience avec cette tâche extrêmement ardue, le doublage est vraiment très difficile. Parce que ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même sentiment, c'est difficile. Tiens, une parenthèse. Finalement, c'est Burt Lancaster qui vous a poussé à passer derrière la caméra et à devenir... hein? Oui, c'était le premier qui a proposé que je sois réalisateur. Ce n'était pas une de mes passions en tant que jeune homme. Et je dois le remercier pour cela, parce que c'est lui qui m'a vraiment poussé pour le faire et m'a présenté un certain nombre de gens pour que je puisse devenir réalisateur. Et c'est pourquoi ensuite j'ai fait 2 films avec lui, mais la première chose que j'ai fait était de travailler avec Visconti et de mettre son rôle en anglais, parce qu'il ne répétait pas avec le son en direct, il ne tournait pas avec le son en direct. Oui, un grand Burt Lancaster. Vous imaginez cette carrière du western au guépard à l'aristocrate sicilien magnifique et tant de films. Nous revenons à Sabrina. Vous avouez quand même que vous avez volé des instants du film de Billy Wilder. Oh oui, j'ai essayé de tout voler, qui à mon avis supporterait la transition dans le temps. Mais j'ai essayé de voir le film dans une optique un peu différente. Je m'intéressais plus à Linus, et s'il n'y avait pas eu de film de Billy Wilder, j'appellerais ce film Linus. Je n'appellerais pas Sabrina. Pour moi, c'est plus l'histoire de comment Sabrina change Linus et beaucoup moins l'histoire de changement de Sabrina. C'est ce qui m'a donné le confort d'essayer le film dans les années 90. Oui, c'était quand même difficile. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que, en voyant le film, en disant, mais il aurait peut-être osé plus avec la transposition dans nos années, qui sont des années difficiles, marquées parce que, vous savez, la crise, le chômage, le sida, bon, c'est un conte de fées, mais on a l'impression que c'est dans un cocon et en dehors du contexte social complètement. C'était justement un des charmes de ce film, de voir si je pouvais garder un élément de cette innocence et d'assurer sa survie dans ce monde cynique, dur et en désordre des années 90, et de voir si l'on ne pouvait pas avoir un peu de mélange. Mais je crois qu'il aurait été erroné de faire de Sabrina un film politique sérieux. Donc, j'ai simplement essayé d'évoquer le personnage de Linus, tout en maintenant la survie du conte de fées. Linus étant joué par, naturellement, Harrison Ford. Le choix de Julia Ormond, j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'actrices qui ont souhaité obtenir ce rôle. Hein? J'étais très préoccupé, car je voulais trouver quelqu'un qui n'était pas comme Audrey Hepburn. Je ne peux pas retrouver Audrey Hepburn. Il n'y a pas de vrai Audrey Hepburn. Donc, plutôt que de trouver quelqu'un qui aurait été un ersatz, je voulais trouver quelqu'un qui était très différent. Et Julia est plus psychologique, un peu plus dure, un peu plus forte, un peu moins fragile, ou un peu moins délicate, peut-être un peu moins charismatique, mais un peu plus
une actrice psychologique réaliste. Donc il était important pour moi d'essayer de trouver quelqu'un de très différent, et j'aime beaucoup Julia, j'aime bien travailler avec elle. Dites-moi la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, Sydney Pollack. Le garçon qui joue David, donc le frère de Linus, dont primitivement Sabrina est amoureuse, est un présentateur de télévision. C'est vous qui avez choisi ou on vous l'a imposé? Il s'appelle Gray Kinnear. Yes. Non. Non, pas du tout imposé. C'est pas possible d'imposer quelqu'un. Non, je l'ai choisi parce que je ne trouvais personne qui était un acteur connu, et j'ai donc commencé à chercher un peu partout, et même dans les émissions jeux à la télévision, et je l'ai trouvé en fait dans une émission de télévision, et je trouvais qu'il avait du charme, qu'il avait un certain instinct de la réalité, et c'est très bien débrouillé, mais c'est un rôle difficile. Oui, c'est un rôle difficile et ingrat. Alors, pour situer les positions sociales dans l'histoire, quelle a été la réaction en Amérique, le public? Le New York Times et à New York, dans l'ensemble, le film très bien perçu. La télévision l'a également très bien perçu. Time et Newsweek ne l'ont pas aimé. Mais la plupart des critiques dans le pays ont aimé le film, et vient de passer 50 millions de dollars de recettes, ce qui est quand même pas mal. Ce n'est pas ce qu'on appellerait un succès à 400 millions de dollars. C'est pas Jurassic Park, mais il se porte très bien. Bon, il y a une séquence Paris, vous avez choisi Patrick Bruel, Fanny Ardant, ce sont des acteurs que vous aimez, j'imagine. Patrick Bruel, Fanny Ardant, oui. J'adore Fanny Ardant, et depuis des années. Et c'était une occasion de travailler avec elle. Elle ne joue pas un rôle important, mais un petit rôle clé. Alors, ce n'est pas là qu'on va faire un petit peu cet itinéraire américain, et on commence par une Amérique de la crise, une Amérique des années 30, 32, où il y a une crise sévère qui sévit. C'est votre film superbe, je pense que c'est peut-être l'un des plus grands, c'est mon avis. On achève bien les chevaux. Sarrazin, il faut le dire, c'est un film prémonitoire, parce qu'il a déjà quelques années. Et en fait, il décrit une société impitoyable, dure, qui est celle dans laquelle nous vivons, tout à fait, non? Oui, je trouve en fait, il y a un élément cyclique. À l'époque où j'ai fait le film, en 69, là on parlait des années 30, et 29, 30, 31, à la pleine crise, mais semblait tout à fait pertinent à la fin des années 60. Maintenant, cela semble de nouveau pertinent. Oui. Alors, est-il vrai que vous avez filmé certaines séquences au milieu des danseurs en patin à roulettes? Oui, j'ai appris à faire du patin à roulettes pendant les pauses déjeuner, et beaucoup de ce que vous avez vu, en fait, a été tourné sur patin à roulettes. J'ai pris une caméra, qui était une caméra qu'on porte sur un casque, avec une petite cartouche de film et sans viseur, mais je pouvais simplement viser un peu comme avec un revolver, et je pouvais patiner en avant, en arrière et filmer. On n'avait pas des caméras légères en 69, les caméras étaient d'énormes caméras et très lourdes, et il était très difficile d'avoir toutes ces scènes en mouvement. Vous savez que ce film n'a pas une ride, je veux dire, il est d'une actualité totale. Et puis, je crois que vous avez beaucoup d'admiration pour vos interprètes, hein, l'épuisement, enfin, tout ce qu'ils ont donné. Ils ont été fantastiques. C'était le premier rôle sérieux que Jane Fonda a interprété, tout de suite après Barbarella, où elle jouait les symboles sexuels. Et c'était le premier film sérieux, dramatique qu'elle ait joué. Alors, nous poursuivons. Ça, c'est un reflet d'une société dite dure. Là, nous abordons d'abord un problème très personnel. C'est votre longue collaboration avec Robert Redford. Je crois que vous avez fait 7 films ensemble. Il y a une amitié qui est très très grande. Et une amitié ne se justifiant pas, je ne vais pas vous poser de questions sur Robert Redford, qui est un homme que nous admirons tous comme acteur et comme homme aussi, qui a son institut Sundance, où vous vous rendez d'ailleurs de temps en temps.
Vous vous êtes embarqué avec lui dans un film très difficile, Jeremiah Johnson, qui est un film culte, il faut bien le dire, dans votre filmographie. C'est l'histoire d'un homme, je dis brièvement le résumé, qui quitte la civilisation urbaine, qui a envie d'autre chose, qui se réfugie dans les Rocheuses. Là, il va faire l'apprentissage de la nature, et puis il y a les Indiens. Bref, je ne vais pas rencontrer l'histoire. Ce qu'il y a de fou, c'est que les studios sont vraiment crazy. La Warner voulait que vous tourniez ça en studio. La nature, les montagnes rocheuses. Wow. Quelle bataille! Oui, c'est toujours une question d'argent. Ils pensaient que le film allait coûter moins que, en fait, son coût final, et donc ils ont essayé de faire des économies en tournant en studio. C'était impossible. Donc c'est le premier film où vraiment j'ai joué mon salaire, le titre de propriété de ma maison pour pouvoir tourner le film comme je voulais. Et en fait, finalement, le film a coûté environ 3 100 000 $ à l'époque, mais dans les 70. Bon, c'est une histoire vraie d'ailleurs, l'histoire de Jeremiah Johnson, c'est un homme qui a existé. Oui, tout à fait. Dans les années 1800. Il s'appelait John Johnson. Dans les années 1820. Oui. En fait, un peu plus tard, vers 1830. 1825-1830, quelqu'un qui a réellement existé et qui était une légende auprès des Indiens. Et le livre était un livre très sérieux, un livre historique, que nous avons utilisé comme base pour le film, décrivant toute sa vie avec les Indiens. Alors, ce qu'il y a de commun entre Jeremiah Johnson et On achève bien les chevaux, si vous en êtes d'accord, c'est que On achève bien les chevaux traite de la dignité humaine qui est bafouée, qui est violée, et Jeremiah Johnson traite aussi de la dignité humaine. Nous sommes d'accord? Oui, tout à fait. Il se trouve dans un conflit qui s'aggrave car il essaye de maintenir des valeurs de dignité, bien qu'il ait tourné son dos à la civilisation. Bon, alors, la question que je me suis posée en le revoyant, ce film, qui a eu un très grand succès, c'est un film culte, parce qu'on croit que c'est un western, en fait c'est un faux western. Je me suis demandé si un tel film aurait du succès aujourd'hui, compte tenu de la modification du goût des spectateurs, car c'est une question impossible à répondre. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je pense à ces films, On achève bien les cheveux, ou Jeremiah Johnson. Je sais que je n'aurai pas l'occasion de les tourner aujourd'hui. Je crois que ce serait très très difficile de pouvoir les tourner. Quant à savoir s'ils auraient du succès ou non, je ne peux pas vous le dire. On a parlé de Redford tout à l'heure, parce qu'on peut parler des acteurs, vous les connaissez bien, puisque vous êtes aussi un acteur, et que ça ne s'oublie pas, on l'est à vie. Vous dénoncez quand même, le pouvoir exorbitant maintenant des acteurs américains. C'est vrai qu'ils ont été longtemps maltraités par les studios dans les années 40, 50 et au-delà, où ils n'étaient que des objets qu'on employait au gré des contrats. Maintenant, ils font littéralement la loi. Pour la firme que vous avez tournée, Tom Cruise a pris 12 millions de $. Vous ne dites pas, parce que vous êtes trop poli ou diplomate, c'est scandaleux, mais vous ne trouvez pas ça normal. Franchement. Je dirais que chacun dans mon domaine est trop payé, y compris moi-même. Si vous comparez ce que je fais ou ce que fait un acteur par rapport à un scientifique ou un médecin ou un chercheur, nous sommes tous trop payés. Ce ne sont pas que les acteurs, c'est tout le monde du cinéma. Mais c'est devenu l'habitude dans l'industrie, et comme l'industrie du cinéma réalise tellement d'argent, ils paieront des salaires à cette échelle. Le problème est de savoir qui sera le premier à dire « je veux moins ». Alors que les studios gagnaient de plus en plus d'argent. C'est une situation difficile. Mais il n'y a pas que l'argent que touchent les acteurs. Il y a aussi leur droit de regard sur les scénarios, maintenant, qui est terrible. Avant, ils n'avaient rien à dire. Et on leur disait, hop, vous vous mettez là, on tourne. Maintenant, c'est presque eux qui font la loi, non? Les grandes stars. Ça dépend de qui. Pas quelqu'un comme Cruise. Tom Cruise est quelqu'un de tout à fait sérieux et qui essaye très dur d'être un bon acteur. Et mon expérience avec lui était une excellente expérience.
Je ne l'ai jamais vu ayant un comportement inapproprié. Je suis sûr que d'autres, dans la même position, abuseraient de la situation. Mais Tom est vraiment très bien. Et je ne cherche pas à protéger qui que ce soit. Je connais votre liberté de langage. Vous avez du plaisir à diriger cette nouvelle génération d'acteurs et d'actrices? Vous avez été professeur aussi d'art dramatique à l'Actor Studio de Los Angeles, méthode Stanislavski, je résume brièvement. Vous avez du plaisir à diriger cette jeune génération? Je n'ai pas eu l'occasion de réaliser avec certains de ces jeunes acteurs. Cruz est peut-être le plus jeune, car en effet, n'oubliez pas que j'ai travaillé avec Paul Newman, Al Pacino, Robert Redford, Harrison Ford. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec les jeunes ou la nouvelle vague, si vous voulez. Ce sont des acteurs plus âgés, et ce n'est que Cruise où j'ai eu l'occasion de travailler avec un jeune acteur. Je repose la question différemment. Y a-t-il des jeunes acteurs ou actrices de cette vague-là, la nouvelle, avec lesquels vous avez envie de travailler? Ah oui, Brad Pitt est un excellent acteur. Je crois qu'il est à même d'être un brillant acteur. Dites-moi, Sydney Pollack, vous disiez tout à l'heure que vous êtes bien payé, et tant mieux, mais c'est une situation un peu diabolique, parce qu'il y a la spirale du succès. Vous faites un succès, la firme a été un succès dément, 150 millions, je crois, de dollars de recettes. On vous paye plus pour le suivant. Et l'angoisse dont vous me parliez tout à l'heure doit augmenter en fonction du chèque qu'on vous donne. Oui, comme je l'ai dit, personne, aucun d'entre nous ne mérite les montants que l'on nous paye. Et ça, je le dis en toute franchise. Mais c'est la réalité des faits. Oui, bon, ok. Quand vous avez un échec, vous avez eu un échec assez redoutable avec Havana. Est-ce que ça met en cause, est-ce que les studios disent attention, il s'est ramassé, Pollack, attention, attention, ou au contraire, ça n'entame pas la suite de votre carrière? Cela a toujours un effet. Mais l'effet est proportionnel au résultat je dirais, que vous avez obtenu avant l'échec. Si j'avais réalisé 2 films dans ma vie, et qu'un était un succès et un était un échec, cela aurait un effet certain et un effet important. Mais j'ai eu la chance d'avoir eu beaucoup de succès, de telle sorte que si j'ai un échec de temps en temps, cela n'a pas le même sérieux. Et je trouve toujours du travail, il n'y a pas de problème. Cela ne me préoccupe pas. Bien. Nous continuons l'itinéraire, et là, à travers une histoire, Les 3 jours du Condor, c'est l'histoire d'un homme qui travaille dans une officine qui appartient à la CIA. Vous dénoncez naturellement les luttes intestines de la CIA. On est un peu, pour situer l'époque, avant le scandale du Watergate. Il y a une Amérique soupçonneuse, un peu. C'est donc aussi encore un film témoin sur, comment dirais-je, le pouls de la société américaine à un moment de son histoire. C'est l'une, sans doute, des très, très grandes compositions de Robert Redford, qui fait passer toute l'intensité de cet homme qui va devenir traqué et qui ne sait plus où se réfugier, etc. Il y a une intensité par le jeu de Redford qui est absolument extraordinaire. Toute l'angoisse y est. C'est beaucoup plus fort que La Firme, nous en parlerons tout à l'heure, qui est un autre climat. C'est l'une de ses grandes compositions. Et, cher Sydney Pollack, vous avez eu le goût, naturellement, d'engager l'une des actrices que je préfère, c'est-à-dire Madame Faye Dunaway. Ce soupçon permanent qui semble hanter l'Amérique, quelquefois avec raison, Watergate, etc. Je suppose, sans être indiscret, étant un ami de Robert Redford, que vous êtes de sensibilité plutôt démocrate que républicaine. Peut-être que je me trompe, non? Bon, ok. Ce qui se passe en ce moment, là, cette enquête sur la femme du président Hillary Clinton, enfin, on a l'impression que l'Amérique est toujours en train de fouiller, etc. C'est un sentiment, comment l'expliquez-vous, s'il est juste? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Quelque chose s'est passé à la fin des années 60 et nous sommes devenus de plus en plus méfiants
en tant que pays. Et l'on agit en fonction de cette méfiance en continu, mais je n'ai pas d'explication, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le public ne s'impatiente pas, mais c'est de l'actualité, c'est des nouvelles. Et ça fait des titres dans les journaux ou quelque chose qui passe au journal télévisé. Alors, on parlait tout à l'heure de Robert Redford, vous qui êtes un voleur d'impression, c'est le rôle d'un metteur en scène, d'aller chercher chez l'acteur ce qu'il cache. Redford donne beaucoup, vous dites dans le livre, même au-delà de ce qu'on attend quelquefois. Hein. Je parle de ça en comparaison avec une actrice que vous avez choisie pour Out of Africa, qui est votre film qui vous a valu l'Oscar du meilleur réalisateur, Oscar du meilleur film, l'un des grands succès. Vous dites que Meryl Streep est une actrice formidable, vous ne l'auriez pas choisie autrement, parce que vous avez cherché longtemps pour interpréter ce rôle, mais qu'elle censure au moment de la prise, qu'elle retient. Il se trouve que dans le film, j'aime un côté minimaliste où il y a plus dans l'acteur que ce que l'acteur est en train de vous montrer. Robert Redford travaille comme ça, et c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime tellement. Et on le ressent beaucoup avec Meryl Streep, notamment dans ce film. Elle avait tellement d'émotions pendant tout le tournage du film, et tellement d'émotions contenues que cela a contribué à tout l'intérêt. Qu'est-ce qui vous a passionné dans le livre? Parce que c'est une histoire vraie, c'est le livre de, de Karen Blixen, qui a vécu en Afrique. C'est l'histoire, la superbe histoire d'amour, qui se traduit par des non-dits, par des regards, par tout un climat. Qu'est-ce qui vous a vraiment excité pour dire « je le fais, le film » ? Je dirais que plus que tout autre, c'était son courage. Qu'elle a pu reprendre toutes les tragédies de sa vie et d'en faire une forme de sagesse, une forme d'art. Et beaucoup s'est articulé autour d'une histoire d'amour. Et si vous voyez mes propres films, j'aime les histoires d'amour. Ça, c'est vrai. Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que vous dites souvent, à la première lecture, soit d'un livre ou d'autre chose, ça, impossible d'adapter au cinéma. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que vous arrivez toujours par le faire. Parfois, je travaille en définissant les problèmes. C'est-à-dire, plus il y a de problèmes, plus ils sont ardus et difficiles à résoudre, je trouve que c'est d'autant plus stimulant pour définir les solutions. Et lorsque je peux dire pourquoi je ne peux pas faire tel ou tel film, je trouve parfois la solution peut exister. Entre ces deux êtres, on rassure tout de suite les amis des bêtes. Ils n'ont pas été tués, ces lions, naturellement, j'imagine, non. Hein. Non, bien entendu que non. Mais j'ai dû amener des lions de Californie en Afrique. Oui, je voulais pas le dire pour pas démythifier l'Afrique, mais ça arrive, le cinéma a de tels impératifs. Et l'acteur dans tout ça, qu'est-ce qui devient l'acteur? L'acteur Sydney Pollack, il a plus envie, c'est moins fatigant que d'être derrière la caméra, on s'amuse aussi, surtout quand il s'agit de Woody Allen, tout au moins j'imagine. Oui, mais pour moi, cela ne me donne pas la même satisfaction que d'être responsable de toute l'œuvre. C'est un plaisir presque plus solitaire. En tant que réalisateur, l'on traite de tellement de formes d'art, un petit peu d'architecture, un petit peu d'art optique, un peu de peinture, de conception de costumes, de musique, réécrire parfois un peu de script, et c'est très satisfaisant de toucher un petit peu à tout. Oui, Sydney, mais il y a quand même quelque chose, c'est qu'il y a quand même, être metteur en scène, c'est le pouvoir. Là, il y a une fascination quand même du pouvoir de tout diriger. Un acteur, c'est de l'argile dans lequel sculpte le metteur en scène. Alors vous voulez... Allons,
Un peu. Le réalisateur raconte l'histoire. Donc l'on arrive en tant que réalisateur à raconter l'histoire, en tant qu'acteur, l'on arrive à s'épanouir pleinement, mais sans avoir la responsabilité de toute la trame de l'histoire. L'on est responsable d'un rôle donné. Bon. Alors, vous avez tourné, je le disais, avec Altman the Player, vous avez tourné dans La mort vous va si bien, je ne sais pas, mon cher Anthony Crew, quel est le titre en anglais, traduisez littéralement, et puis avec Woody Allen dans Mari et femme. Bon, c'est un copain, Woody, ou c'était comme ça, simplement un travail avec lui? No, he just Vous savez que c'est quelqu'un de très timide et très retiré, mais qui très souvent ne montre même pas le script. Et il m'a envoyé le script un jour avec une très gentille lettre, me demandant si cela m'intéresserait comme rôle. Et je dois dire que le script m'a beaucoup plu, j'ai dit oui. Et j'étais également curieux de voir comment travaillerait un autre directeur, parce que les réalisateurs ne se voient pas professionnellement vraiment. Et j'admire beaucoup les films de Woody Allen, et je voulais voir comment il travaillait en tant que réalisateur. C'était une expérience intéressante. Et alors, comment il travaille? Improvisation? Il ne dit rien. Il est tellement timide qu'il ne dit pas un mot. Mais il est tellement brillant dans la façon dont il écrit le script et la mise en scène qu'il n'a rien besoin de dire. Il regarde jusqu'à ce que ça lui convient. Il dit voilà, on tourne. Une fois, j'ai eu un appel téléphonique pendant un tournage. Et une femme a dit, c'est la secrétaire de M. Allen. M. Allen aimerait vous dire qu'il vous a trouvé très bon, ayant lu les journaux. Pourquoi vous détestez, Sydney Pollack, les fins heureuses dans vos films? Exception faite pour Sabrina, où tout se termine très bien d'ailleurs. Vous êtes un pessimiste? Ce n'est pas que je les aime pas. Essayez de vous souvenir des plus grandes histoires d'amour que vous ayez connues. Les amants ne sont jamais ensemble. Autant n'emporte le vent finit mal, c'est vrai. Au théâtre, à l'opéra, dans la mythologie, dans les films, Docteur Zhivago, Autant n'emporte le vent, Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, Héloïse et Abélard. Lorsque l'on arrive à une conclusion avec des amants, il me semble qu'il y a une perte de l'impact. On a l'impression que ce n'est pas une fin. La musique continue après. Et ce n'est jamais vraiment aussi complet, même si vous voulez qu'ils soient ensemble. Cela me semble avoir beaucoup plus d'impact. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi en tournant les films. Mais c'est des gens comme vous qui me posaient tout le temps ces questions et qui m'ont obligé à y réfléchir. Et c'est la seule réponse que j'arrive à trouver. Bon, il y a un film qui a eu un immense succès, je ne sais pas si c'est votre préféré, c'est La Firme, on ne va pas voir un extrait parce qu'on ne va pas mettre la bande de lancement, et puis il est sorti il y a pas mal de temps, il a eu un énorme succès. C'est un film, le livre de John Grisham était terrible, parce que c'est aussi un film qui montre, il y a aussi le mépris sur l'individu, il y a une façade propre, et puis derrière il y a toutes les gouilles et magouilles d'une société qui blanchit de l'argent, qui est trempée jusqu'au cou dans le crime, on peut le dire. Et il m'a semblé, ça c'est un reproche que je vous ferai très franchement, que vous avez un peu aseptisé, comment dirais-je, déminé l'impact du bouquin dans l'adaptation cinématographique. C'est mon impression, hein, que la mienne. Non, quite contrary. Non, au contraire. En termes des crimes commis par les avocats, je n'ai rien aseptisé. La seule chose que j'ai changée était la fin. Parce qu'à la fin du livre, il est en train de faire une croisière autour du monde et ne pouvant s'arrêter nulle part. Et cela me semble être une fin qui n'en était pas une. C'est satisfaisant peut-être dans un livre, mais à l'écran, cela ne donnait pas la même satisfaction.
Mais je n'ai pas du tout aseptisé. J'en ai changé, oui. J'ai changé les éléments pour en faire plus une histoire d'amour entre lui et sa femme. Mais je n'ai pas changé le mal qui est dans le livre. Ce qu'ont fait les avocats, qui est assassiné, qui a pris de l'argent, qui a volé. Cela est tout resté. Bon, c'est un film aussi important et témoin de notre société, où les cadres, comme ils sont traités dans la firme, je sais que certaines grandes multinationales traitent leurs cadres de cette façon, sans pour autant dire qu'ils trempent dans des affaires criminelles. Mais bon, c'est un reflet aussi. En un mot, ou en trois, comment va l'Amérique des années 90, Sydney Pollack? Il n'y a plus personne en face, il n'y a plus de bloc soviétique. Elle est donc la maîtresse et la patronne du monde, on peut le dire, militairement tout au moins. Comment, à l'intérieur, ce pays se sent dans sa peau? Pour ma part, je crois qu'il y a une crise de sens parce que l'on a défini notre rôle depuis tellement longtemps par rapport à nos ennemis. Pendant la guerre froide, c'était très facile de se définir. Et il nous faut trouver un moyen de pouvoir mener par l'exemple et d'une forme de moralité qui peut être respectée par le reste du monde. Je crois qu'actuellement, l'on se cherche à essayer, ou en essayant de trouver une identité qui mérite le rôle d'être un meneur. Et l'on ne peut pas le faire par rapport à l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique n'existe plus. Alors, nous le ferons en fonction de quoi? D'être quoi? D'être plus généreux, plus philanthrope, d'être plus intelligent, ou de mieux s'occuper de l'avenir pour les générations à venir. Il faut trouver un moyen de poursuivre ce rôle parce que nous sommes dans une position de dirigeant, qu'on le veuille ou non, simplement de par la taille. Vous n'êtes pas inquiet de la fracture sociale, du fossé qui se crée entre les classes, où les plus pauvres deviennent plus pauvres? Il n'y a pas qu'en Amérique d'ailleurs, mais c'est très flagrant aux États-Unis. Et puis d'autres qui deviennent de plus en plus riches, et une classe moyenne qui est un peu tendance à, pas à disparaître, mais à être touchée. Oui, cela me préoccupe. Et je crois que cela fera partie des problèmes d'avenir, non pas uniquement aux États-Unis, comme vous l'avez dit, mais dans le monde entier. Il nous faut définir un moyen aux États-Unis pour traiter les problèmes économiques dans nos villes. C'est essentiel. Alors, pour conclure, vous dites que le cinéma américain règne sur le monde, mais vous avez une définition. Vous dites que le secret du cinéma américain, c'est qu'il ne puise pas dans des racines culturelles, c'est pourquoi il est compris dans le monde entier. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas dit que cela mène le monde, mais l'on demande pourquoi est-ce que tout le monde le comprend. C'est dans ce livre. Oui, mais je ne dis pas que c'est un meilleur cinéma. Il y a une position de force, mais cela ne veut pas dire que c'est un meilleur cinéma. Il est vrai toutefois que du fait que nous sommes une société relativement homogène, sans avoir de racines culturelles très marquées, il n'est pas nécessaire d'avoir une éducation dans une culture donnée pour comprendre nos films. Ils sont compréhensibles plus ou moins partout. Si vous voyez un film indien, il faut connaître un peu la culture indienne. Si vous voyez un film japonais, on peut le comprendre s'il est très bien fait, mais si vous savez un peu du Japon et de la culture japonaise, on comprend mieux. Pour les États-Unis, ce n'est pas nécessaire pour comprendre le film. Dites-moi, vous avez une suggestion concernant ce cinéma américain. Vous dites, bon, puisqu'il est dans le monde entier et qu'il fait les meilleures recettes, pourquoi chaque pays ne mettrait pas une taxe pour encourager, sur les recettes du cinéma américain, par exemple en Suisse ou en France, une taxe de tant pour cent pour encourager les films nationaux? Ça, c'est révolutionnaire, ça. Je ne vois aucun problème, là, pour ma part.
le gouvernement des États-Unis m'assassinerait pour faire une telle déclaration, mais je ne vois aucune raison pourquoi l'on ne pourrait pas le faire. Il y a suffisamment de succès en recettes des films américains pour qu'un petit pourcentage puisse être réservé pour la sauvegarde des cultures nationales, en France, ici ou ailleurs. Une minute pour répondre à l'ultime question. Comment expliquez-vous que ce cinéma qui a du talent, et pas seulement l'argent, cinéma américain, il y a du talent, l'argent n'explique pas tout. Et en fait, le miracle, c'est que les gens qui décident à Hollywood, ce ne sont plus les fous comme les frères Warner, comme Cohn, comme d'autres, ce sont des banquiers qui n'y connaissent rien. Et ils font un succès formidable avec les films qu'ils financent. Expliquez-moi ça, Sydney Pollack, j'arrive pas à comprendre. You know, nobody has ever Je dois vous dire que liked personne the marriage n'a aimé le between mariage commerce and entre le art commerce et l'art, that film is. et It qui always has been est commerce and réalisé art, dans and le it cinéma. always Ça a toujours will été be. du commerce et de And it l'art. makes Et ça le sera very toujours. strange partners. Et je dois dire que ça You donne have des partenariats bankers, curieux. you're Vous avez quite des right, banquiers, vous avez raison, running this business qui now, or you have people who dirigent cette have some activité, understanding of how to manage money. ou des It's a very gestionnaires difficult financiers. partnership, Et je peux vous dire que but le partenariat est somehow, difficile, every year, mais chaque there année, are a few good films bon an, made. mal an, And they quelques work. très bons films sont I don't know réalisés how you explain et it. ce sont des succès. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Eh bien voilà, Sydney Pollack, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir passé ces près d'une heure ensemble. Je vous remercie aussi pour toutes les joies cinématographiques que vous nous avez données. Continuez, parce que je sais que l'envie de tourner ne vous manque pas. Peut-être un film intimiste à la façon de Claude Sautet, que vous aimez beaucoup, sait-on jamais. Merci à Anthony Crou qui a assuré cette traduction avec son habileté habituelle. Et si vous passez du côté de chez Redford, à Sundance, embrassez-le pour nous. Merci Sydney Pollack. Bonsoir à tous. On se quitte sur la musique de Sabrina, le nouveau-né de Sydney Pollack, qui sera sur vos écrans courant février. Merci. Bye bye.